Donc, une fois de plus, bonsoir à la salle, à la classe. Nous avons commencé notre cours le week-end passé et il est question de l'achever au cours de cette séance parce qu'il nous reste à parcourir le dernier chapitre, le chapitre 4 qui porte sur le régime des incitations fiscales applicables à l'activité minière. Donc, nous avons respectivement abordé la fiscalité spécifique aux activités minières et pétrolières. Nous avons aussi insisté en commun à cette fiscalité et nous avons également abordé les acteurs aussi bien relevant de l'administration que ceux qui sont externes à l'administration en matière d'activités minières et pétrolières. Donc aujourd'hui, nous allons finir des incitations fiscales applicables à l'activité minière et pétrolière. Donc, d'entrée de jeu, nous pouvons dire que les États africains, notamment dans leur code minier et pétrolier, ont consacré pas mal d'incitations fiscales, c'est-à-dire des règles qui sont plutôt favorables à l'investisseur et qui, comme le mot traduit l'idée d'inciter. Donc, il est africain voulu inciter les opérateurs économiques, notamment étrangers, à venir investir plus. D'abord parce que, comme on l'a rappelé à l'introduction, les ressources du sous-sol sont les principales sources de financement de notre développement. Et donc, que nous n'avons pas des entreprises, encore moins des technologies suffisamment avancées qui pourraient faciliter une exploitation. Les États africains se mettent finalement en concurrence les uns envers les autres pour pouvoir inciter les États développés ou bien les entreprises multinationales à venir investir plutôt dans le territoire qu'ailleurs, qui n'existe pas seulement en matière minière et pétrolière et s'étend de plus en plus à d'autres secteurs de l'économie à travers ce que on appelle les codes d'investissement consacrés presque partout en Afrique francophone. Je vois dans presque tous les États, il y a un code des investissements, un code des investissements ou bien une loi portant incitation à l'investissement qui consacre pas mal d'avantages aussi bien fiscaux qu'administratifs à l'étranger. Dans la matière minière et pétrolière, il y a également une bonne série d'incitations. Certaines nous paraissent euh, objectives, mais d'autres sont quand même subjectives. On y reviendra en les dépouillant les unes après les autres. Donc, globalement, on note qu'il y a des incitations qui se distinguent selon qu'on est à la phase, bien appelée, à la phase de recherche. L'opérateur ne gisement des ressources minières ou pétrolières sans être certain qu'on va effectivement trouver quelque chose. Donc, c'est une activité à haut risque et qui demande que des incitations soient effectivement accordées pour que des gens prennent ce risque-là. Donc, à ce niveau, nous pensons que ces incitations sont quand même objectives parce qu'on est dans le domaine de l'incertitude, du courage de l'entrepreneur qui entend
véritablement prendre un certain nombre de invitations à la phase d'élaboration. Mais déjà, commençons par celle que l'on retrouve à la phase dite de recherche. À la phase de recherche, on a les incitations qui sont à la fois douanières, mais aussi fiscales. Donc, au plan douanier, il faut noter que l'investisseur ou bien l'opérateur est censé importer un ensemble d'outils, de matériel, de machines, de lubrifiants, de, de pièces, des pièces bien évidemment, il s'agira de machines ou d'outils qui vont lui permettre de s'installer sur le site, mais également qui vont faciliter la recherche. Il faut pas obtenir un permis ou bien un titre de recherche ou d'exploration. Et lorsqu'on a ce titre, on peut donc faire entrer une série de matériel. On peut importer euh, une série de machines et de matériel exemptés des droits douaniers. Et à travers, ça veut dire qu'on vous permet d'entrer sur un territoire avec des machines qui sont censées repartir. Parce que l'activité d'exploration euh, ces outils-là vont entrer sur le territoire, mais vont repartir d'un moment à l'autre ou bien à la fin de l'activité. Donc, S'il vous plaît, à prof. ce titre, oui, S'il vous plaît, prof. oui, je vous Est-ce que vous écoute, pourriez allez-y. regarder un peu votre problème de connexion? Oui, mais non, c'est parce qu'on vous entend parfois et parfois c'est entrecoupé, on ne vous entend pas. Donc il y a un Ah, d'accord. souci là au niveau de la connexion. Oui, oui. S'il vous plaît. Les Oui, phrases ne sont pas oui, complètes ça par doit moment. être, Hmm. oui, tout à je ne sais pas. Est-ce que la classe m'écoute maintenant? Ah, toujours pas. Oui, hein, on vous écoute, prof. Oui, ça Ah, va. C'est bon. Hmm. Là, ça va. d'accord. Donc, ça qui est indépendant de ma propre volonté. Donc, je disais que à la phase de recherche, le matériel, les biens, les outils qui vont servir à la recherche ou bien à l'exploration entrent sous la forme d'un régime d'admission temporaire. Et j'expliquais donc que ce régime signifie que ces outils, ces machines n'entrent sur le territoire que de manière provisoire parce que donc, c'est la raison pour laquelle, quand ce matériel entre en régime d'admission provisoire, ils sont exemptés des droits douaniers. Et là, c'est pour encourager celui qui a la phase, celui qui a un titre de recherche ou bien un permis de recherche, de prendre le risque de se lancer dans l'incertitude parce qu'il ne sait pas effectivement s'il va retrouver ou pas des ressources minières sur le territoire. Donc, sur le plan douanier, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe lorsqu'on est en phase de recherche ou d'exploration. Mais quelques limites existent à ce titre. On a on a recensé quelques limites, trois limites majeures, dont la première limite est celle des biens ou équipements importés en franchise ou sous le régime d'admission temporaire. Euh, Lorsque ces équipements-là ne sont pas disponibles sur le territoire national. Autrement dit, on admet l'exonération douanière que si sur le territoire national, il n'y a pas le même type de matériel ou de machines qui vont servir à l'activité d'exploration. La deuxième condition, c'est que
Même si ces machines-là sont disponibles, il faudrait que ce soit au même niveau prix, qualité-prix que sur le marché international. Alors, lorsque sur le territoire national, on a les machines disponibles, les outils ou bien les lubrifiants, selon le cas, on ne pourra pas admettre des exonérations douanières à celui qui se livre à l'activité d'exploitation. Donc, autre chose, c'est que ce matériel, on l'a déjà vu, doit être inscrit sur la liste des exonérations co-signée par le ministre en charge des mines ou bien le ministre en charge des questions du pétrole et le ministre des Finances, ce qu'on appelle la liste minière. Donc, et la dernière condition, c'est que il ne doit pas s'agir de matériel qui servent à des activités qui ne sont pas en lien avec l'exploitation, l'activité d'exploration ou de recherche. Donc, si ce sont, par exemple, des véhicules de tourisme, des véhicules si ce sont, par exemple, des véhicules de tourisme, ils ne seront pas concernés par l'activité, par l'exonération douanière. Donc, voilà, sur le plan douanier, comment ça se passe au niveau des- de la phase de recherche ou d'exploration. Il y a le principe d'exonération au droit douanier pour le matériel ou bien tout autre outil qui va servir à l'exploration, mais à condition que ça serve effectivement à l'exploration et que ces outils-là et machines ne se retrouvent pas ou bien ne soient pas vendus sur le territoire national. Maintenant, sur le plan fiscal, l'activité de recherche donne lieu également à beaucoup d'exonérations fiscales parce que, comme on l'a dit, logiquement, on ne peut pas demander à l'exploitant de supporter ou bien de payer l'impôt sur le bénéfice parce qu'il n'y a en réalité pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice lorsqu'on est en phase de recherche ou bien d'exploration. Euh, Certaines législations demandent quand même de payer un minimum d'impôts, mais d'autres sont plus libérales sur la question. Donc, nous avons pris dans le cadre du cours un certain nombre d'exonérations fixées par le Code minier tchadien de 2018. L'impôt sur les sociétés, qui est en réalité l'impôt sur les bénéfices, est exonéré. Son acompte, qui est l'impôt minimum forfaitaire, également est exonéré parce qu'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas production de richesse. La contribution des patentes, la TVA, sauf si les opérations d'achat sont effectuées sur le territoire national et pour d'autres raisons. Sinon, la TVA également est exonérée. Les contributions foncières, c'est-à-dire pour occupation d'un terrain ou bien la propriété sur le terrain, les droits d'enregistrement. Donc, voilà ce que le législateur tchadien, par exemple, retient comme exonération. Mais globalement, on note ici que l'idée, c'est d'admettre quand même qu'à cette phase-là, il n'y a pas encore de richesse, il n'y a pas production de richesse et qu'on ne saurait donc pas prélever l'impôt sur le bénéfice. Maintenant, en dehors de l'impôt sur le bénéfice, les autres exonérations doivent juste compenser le risque encouru, un peu comme les contributions de patente, parce que c'est sur le chiffre d'affaires aussi que l'on prélève la patente. Les droits d'enregistrement, ça doit être tout simplement pour soutenir celui qui risque ses investissements à cette phase de recherche. Donc, voilà un peu sur le plan fiscal ce qui est prévu, mais il y a aussi des limites, d'autant plus que lorsque nous prenons cette phase sur le territoire national, il y a quand même aussi beaucoup d'autres activités parallèles qui peuvent être effectuées par l'investisseur qui s'engage dans la phase de recherche. Donc, les activités parallèles, c'est un peu comme les activités de tourisme, un peu comme euh, les,
les frais d'entretien et de voyage de ceux qui participent à cette activité. Toutes ces opérations qui sont un peu parallèles, qui ne visent pas directement la recherche ou bien l'exploration, ne concernent pas les exonérations qui sont prévues. Donc, l'achat d'un billet d'avion, par exemple, comme on le voit dans le code minier mauritanien, on parle de véhicules d'utilité ainsi que leurs pièces de rechange, le mobilier de logement, les produits d'entretien des logements, location de logements, billets d'avion, hébergement et restauration, frais de réception et spectacle. Alors, tout ça ne rentre pas là-dedans parce que c'est un peu accessoire. Ce sont des opérations accessoires à l'opération d'exploitation. Donc, euh, voilà un peu, on cite aussi la TVA dans le code minier camerounais. Voilà un peu ce qui se passe à la phase de recherche ou d'exploration, les exonérations qui sont à la fois douanières et fiscales. Donc, nous rappelons que l'objectif ici, c'est de soutenir la prise de risque par l'investisseur étranger, mais surtout aussi de compenser les éventuelles pertes que celui-ci peut subir. Donc, c'est ce qu'on peut dire à cette phase. Maintenant, au regard de toutes ces exonérations, on peut quand même se poser la question, est-ce que, est-ce que véritablement de nos jours, nos États ne disposent pas d'ingénieurs qui sont capables de cartographier le territoire national pour constituer la carte des gisements miniers et pétroliers? Est-ce que l'État ne peut pas faire ces investissements, sachant que la rentabilité est énorme, surtout dans la mesure où lorsque les investisseurs étrangers trouvent effectivement des gisements, si on ne leur accorde pas le droit d'exploitation, les permis d'exploitation ou les titres d'exploitation, ils vont revendre l'information à l'État. Donc, est-ce que finalement, il n'était pas plutôt intéressant de trouver des technologies, d'acheter des technologies ou bien d'employer des ingénieurs qui sont capables de faire ce travail et puis de vendre l'information à tout investisseur qui s'intéresse à notre territoire. Donc, je me retourne dans la classe pour savoir quel est votre point de vue sur cette question concernant la phase d'exploration. Alors, je vois M. Pongwe. Que pensait-il de cela? Bonjour, prof. Bonjour, bonjour. Je voulais donner mon point de vue sur ce point. Je me souviens, après la colonisation ici chez nous, la GECAMI a eu à le faire. Quand on voyait la partie sud du pays, la GECAMI a eu à faire cette exploration qui était, c'est sur base de cette exploration de 1960 que les multinationales qui sont ici chez nous sont en train d'explorer des explorations qu'on avait déjà faites dans le pays. Maintenant, dernièrement, j'avais eu à suivre à la télévision. C'est comme si l'État veut se lancer dans la même philosophie que vous nous donnez, de cartographier tous les gisements ou afin en tout cas de les réévaluer. Quand on prend de ce qu'on avait évalué en 1960 avec ce qu'on vient d'extraire pendant cette période maintenant, donc il y a une grande quantité qui est déjà sortie. C'est une politique qu'ils veulent l'utiliser pour évaluer. Mais pour moi, je vois que au niveau des entreprises, nous avons ce qu'on appelle les registres des structures. Donc à partir, chaque entreprise a toujours eu à évaluer son gisement, et à partir du gisement, on donne à l'État chaque fin du mois les extractions qu'on a fait de l'entreprise. Donc à partir de ces extractions des réserves initiales, donc il y a moyen aussi de retracer quelque chose. C'est ce que je voulais intervenir sur. D'accord, merci beaucoup. Ça nous conforte dans l'idée qu'on était en train d'avancer, de savoir que
ça ne sert plus trop à rien d'aller plutôt chercher des opérateurs étrangers qui vont bénéficier de toutes ces exonérations et qui après vont nous vendre l'information alors qu'on peut fournir un effort de ce point de vue-là. Ce qui est vrai, c'est que les recherches qui ont été menées en 1960 étaient faites sur la base des technologies pas suffisamment avancées et donc la recherche est une activité permanente parce que des nouveaux gisements pétroliers ou miniers sont découverts progressivement, progressivement. Je pense que nos États ne doivent plus seulement attendre qu'on vienne leur donner des informations qu'ils peuvent aussi rechercher à travers les moyens dont ils disposent. Bon, est-ce qu'il y a le témoignage d'un autre pays? Alors, qu'est-ce que vous Oui, pensez prof. aussi? Oui, Oui, nous, on a aussi le même système, hein. C'est-à-dire qu'on a cartographié euh, les régions, les zones qui effectivement disposent des ressources stratégiques. Je parle du Congo-Brazzaville, hein. Il y a ah une d'accord. carte métallogénique qui a été faite en 1994, qui a été un peu remise à jour. Et puis, ce qui nous permet effectivement d'identifier les gisements de fer, par exemple, dans certaines zones, hein, chez nous, par exemple, Mayoko, Zanaga, et tout ça, le diamant dans la Lukwana. Bon, il y a pas mal ce qui facilite hein, aujourd'hui les entreprises étrangères quand elles arrivent, elles ont déjà quelques données hein, qui leur permettent d'identifier déjà certaines zones et tout ça. Et même quand on va sur Global Forest Watch, c'est une base de données cartographiques des permis miniers qui est délivrée chez nous, effectivement, qui permet aussi de fournir un certain nombre d'informations sur les concessions minières en cours et voilà. J'en étais. D'accord, merci beaucoup. Donc, au Congo, Brazzaville, c'est pareil. L'État fait quand même l'effort de, de cartographier son territoire et d'avoir une base d'informations solides sur ses possessions, je veux dire, ses propriétés minières et pétrolières. On espère qu'en Afrique de l'Ouest, c'est pareil. Mais là où on ne peut pas faire grand-chose, c'est à propos des exonérations qui concernent le matériel, les machines, les outils, les lubrifiants, parce que nous ne les fabriquons pas beaucoup. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas facilement trouver une solution pour esquiver ces exonérations. Euh, je ne sais pas si une autre technique aurait consisté pour les États, nos États, d'encourager des entreprises nationales à importer de telle sorte que les investisseurs soient obligés d'acheter plutôt près d'eux. Mais là va se poser la difficulté de pouvoir réduire, appliquer les prix qui sont appliqués à l'international. Donc, bref, on ne fabrique pas et donc on ne peut que supporter ces exonérations, accorder ces exonérations aux investisseurs. Sauf s'il y a dans la salle quelqu'un qui se retrouve dans un pays où on peut retrouver des machines qui servent à l'extraction, etc., des ressources minières. Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas. D'accord, nous allons attaquer les exonérations qui concernent la phase d'exploitation, parce que d'autres exonérations concernent la phase d'exploitation. Euh, Comme on l'a déjà dit, il y a des, la période de rodage, c'est-à-dire une période au cours de laquelle on permet à l'investisseur de s'implanter, de s'installer et de commencer à produire. Et pendant cette période-là, on ne lui demande pas de supporter certains droits, notamment douaniers aussi, mais également des droits fiscaux de les législations et les pays, entre 3, 5 et même 7 ans parfois, des avantages
d'accorder également à cela. Donc, nous avons des exonérations à la période qu'on peut appeler la période dite normale, à travers des avantages fiscaux permanents et des avantages douaniers permanents, mais nous avons aussi des exonérations fiscales et douanières de cette période dite de rodage. Intéressons-nous d'abord à la première période, c'est-à-dire la période que l'on considère comme étant la période de rodage ou bien de congé fiscal. On se rend aussi compte que à cette période-là, sur le plan fiscal d'abord, il y a beaucoup d'avantages qui sont accordés. En réalité, c'est comme si l'investisseur ne paye pas d'impôts. C'est un peu comme les avantages fiscaux qui sont accordés à la phase de recherche, parce qu'on considère les bénéfices. Nous avons pris l'un des codes miniers qui paraissait très libéral sur la question, le code minier du Niger. Du Niger que j'espère il va être modifié parce que de la innovation. Dans ce code minier, on se rend compte que pendant cette période dite de rodage jusqu'à la première production, il y a exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a exonération des patentes, taxes d'apprentissage pendant 3 ans, l'impôt sur les bénéfices pendant 3 ans, et, et donc on considère qu'il n'y a aucune production et on ne prélève pas ces impôts-là. Donc, certains États, comme le Gabon ou le Burundi, ne prévoient pas une liste d'exonération dont bénéficie l'exploitant, le titulaire du permis d'exploitation à cette phase-là. C'est peut-être l'exemple. Nous avons pris ça comme un exemple de rigueur en matière de fiscalité. Peut-être c'est cet exemple-là que les autres États doivent suivre, excepté en matière d'impôt sur le bénéfice. Tous les autres impôts devraient être payés parce que même si l'entreprise n'a pas encore de bénéfice, c'est quand même une situation qui ne va pas durer et qui va être, c'est juste que ces bénéfices-là sont différés. Je vais vous dire pourquoi j'estime que tous les autres impôts doivent être payés, sauf les impôts sur les bénéfices tout à l'heure. Alors, sur le plan douanier, dans cette phase de rodage également, les droits douaniers sont l'objet de certaines exonérations. Certaines exonérations, notamment, nous avons pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui prévoit, qui appelle cette période-là la période de réalisation des investissements initiaux. Donc, pendant qu'ils réalisent les investissements initiaux, il y a beaucoup d'impôts, certains impôts qui ne sont pas payés, notamment en ce qui concerne les impôts sur l'achat du matériel, des machines, etc. Et cet impôt-là, ce n'est rien d'autre que la TVA. Donc, la TVA, ces entreprises sont beaucoup plus exemptées du paiement de la TVA. Donc, maintenant, on peut se poser une question. Euh, je reviens comme ça dans la salle, au regard de ce qui vient d'être dit. On peut se demander s'il est encore pertinent de distinguer une phase dite de rodage de la phase dite normale. Je m'explique. En réalité, aujourd'hui, les technologies ont tellement évolué que si vous donnez un gisement, je prends un exemple de minerai, un gisement de diamant aux Chinois, ils ont des machines qui sont capables en un mois de vous terrasser toute une ville et de fouiller le sous-sol de toute une ville. Et ce que nous sommes en train de constater, c'est que nos législations minières accordent des exonérations, notamment par rapport à l'impôt sur les bénéfices, jusqu'à 3 ans pour ceux qui sont même rigoureux, et même jusqu'à 5 ans. Je me demande, on a besoin de 5 ans pour fouiller tout le sous-sol d'une ville ou bien de tout un village et d'exploiter tout ce qui s'y trouve. Alors, le problème, c'est que dans certaines législations,
il y a quand même une limite. On dit jusqu'à la première production, 3 ans et jusqu'à la première production. Et c'est comme si on considère qu'avant ces 3 ans-là, il n'y a pas de production. Or, je pense qu'aujourd'hui, il y a des machines suffisamment sophistiquées qui permettent d'aller très vite dans les fouilles, dans les excavations, dans tout ce qui est production minière. Et qu'on devrait euh, engager une réflexion pour relire nos législations minières afin d'éviter de perdre autant de recettes fiscales juste parce qu'on réfléchit encore avec les idées d'il y a plusieurs décennies où on pense qu'il faut 5 ans, 3 ans pour commencer véritablement une exploitation. Je ne sais pas si la classe partage la même inquiétude. Quelle est qu'est-ce que vous pensez de cela, cette période qui est accordée et pendant laquelle, cette période de plusieurs années et pendant laquelle on ne devrait pas payer l'impôt sur le bénéfice, soi-disant parce qu'on n'arriverait pas encore à produire quoi que ce soit. Alors, Prof. Robinson, est-ce que ce que je dis vous semble tenir dans la société moderne? Les Canadiens, est-ce qu'ils ont besoin de 3 ans pour épuiser un petit gisement minier? Bon, apparemment, il n'est pas à l'écoute. Je vois Maître Gracinda Kembi. Alors, qu'est-ce qu'elle pense? Mr. Andrew Molonga, Prof, est-ce que est-ce qu'on a prof, besoin de tout? Oui, je vous écoute. moi je pense que la problématique que vous posez est tout au moins pour l'heure hypothétique, mais qui demain pourrait avoir son sens. Parce que je m'explique. Tant qu'on ne met pas en place des systèmes de contrôle, de, même pendant la phase d'installation ou d'exploration, on va dire pendant qu'on a la recherche de la ressource, pour savoir les ressources qui ont déjà été trouvées ou pas, il y a comme une sorte de vide, c'est-à-dire qu'on échappe, on n'a pas les éléments, on ne peut pas avoir les données exactes sur ce qui se fait vraiment entre les déclarations qui sont faites ou qui peuvent l'être et la réalité des produits trouvés. Il peut y avoir un différentiel. Mais toutefois, D'accord. je pense, en cas de flagrant délit, permettez-moi le terme flagrant délit, c'est-à-dire que une société qui se ferait prendre pendant cette phase-là, je pense qu'on peut quand même appliquer le principe de la rétroactivité, de la perception des taxes. C'est-à-dire qu'on va supposer qu'à une période antérieure, vous avez déjà commencé à trouver des produits, donc vous étiez déjà soumis à, à différents titres perceptibles comme des impôts, droits, taxes et autres, en tout cas sur le terrain fiscal. Voilà un peu ce que je pense. Mais je reviendrai juste après pour vous poser une question allant dans ce sens-là. C'est-à-dire que la question va consister à quoi? À savoir simplement, est-ce qu'il y a une, une expertise aujourd'hui qui pourrait servir à pouvoir, comment dire ça, une expertise vraiment de pointe, hein, qui pourrait servir dans le suivi et le monitoring temps réel pour trouver ou déceler les, les ressources extraites réellement. Pour déceler, Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est quoi? C'est que il arrive que parfois, comme on a dit tout à l'heure, les exploitantes, en parlant des sociétés, trouvent de la ressource, mais ne déclarent pas réellement les trouvailles. Est-ce qu'on pourrait avoir une expertise qui pourrait
nous aider à consolider ou certifier les données de production en temps réel. D'accord. Ce que vous demandez, cela suppose qu'il y ait peut-être pas l'expertise, mais des contrôles. On n'a pas Mhm. besoin d'expert. Si c'est un gisement de fer, par exemple, c'est presque comme la terre qu'on creuse, mais c'est juste que c'est la terre qui contient du fer. Il y a une teneur en fer. Alors, quand c'est extrait, c'est stocké d'abord sur le site et maintenant, ça doit être sorti du site ou une usine ou bien pour l'exportation. C'est en ce moment-là que les, les, les agents chargés du contrôle pour le compte de l'État doivent intervenir pour voir les quantités qui sont sorties. Parce qu'auparavant, euh, en rapport ou bien en relation avec le ministère en charge des mines, la société exploitante aura déclaré les quantités produites pour le calcul de l'impôt sur la rente, de la redevance de la redevance minière ou bien la redevance pétrolière. Alors, maintenant, au moment du contrôle, ou bien au moment de la sortie des minéraux ou bien des hydrocarbures, les agents en charge du contrôle pour le compte de l'État peuvent tout simplement confronter les quantités sorties avec celles déclarées. Au niveau des hydrocarbures, ça peut être un peu plus facile parce qu'il y a des pipelines, des bornes qui permettent d'évaluer les quantités qui sortent. C'est-à-dire le pétrole, puisque le pétrole sort par des canalisations et ensuite il y a les systèmes de pipeline, il y a le système de chargement dans les bateaux ou bien le système de chargement dans des véhicules qui vont transporter. Alors, à partir de ce moment, on peut facilement connaître les quantités qui sont produites. Mais quant aux minerais, il faut tout simplement qu'il y ait à des points de sortie, peut-être du gisement, peut-être euh, au niveau du port, des points, en tout cas, on ne peut pas manquer des points de contrôle. À ces points-là, on poste des agents de contrôle qui vérifient tout simplement les quantités. Donc, je ne pense pas que ce soit une question d'expertise, mais c'est plutôt une question de vigilance de la part de l'État. Donc, Merci. voilà ce que Merci pour. je peux dire par rapport à votre question. Donc, je reviens un peu sur le code minier du Niger. Je disais, j'espère que les autorités de transition vont se pencher là-dessus parce que il y a beaucoup d'exonérations qui sont accordées. On comprend bien la main étrangère dans la rédaction de ce code, compte tenu du fait que ce pays dispose des ressources stratégiques, l'uranium, par exemple. Donc, on comprend que l'expertise étrangère ou bien l'influence étrangère a pesé dans la rédaction de ce code parce qu'il y a beaucoup d'exonérations, aussi bien à la phase de recherche que celle d'exploration. On peut maintenant voir les exonérations, examiner les exonérations à la période dite normale, c'est-à-dire après cette phase de rodage. Il y a encore des exonérations accordées à la période dite normale, c'est-à-dire celle de pleine exploitation. Donc, on a des avantages fiscaux, c'est vrai. On a aussi des avantages douaniers qu'on va qualifier de permanents. Donc, au niveau des avantages fiscaux, il y a beaucoup plus le système d'amortissement accéléré qui est appliqué au bénéfice du matériel utilisé par les entreprises exploitant ces ressources-là. Donc, le système accéléré d'amortissement, ça signifie tout simplement que dans la fiscalité, on accorde des exonérations d'impôts pour compenser la déliquescence du matériel avec le temps, l'effritement du matériel avec le temps. Et ce qui est frappant, c'est que dans la plupart des législations que j'ai consultées,
l'amortissement est étendu sur une période de 5 ans. Ça veut dire qu'on considère la durée de vie du matériel sur une période de 5 ans. Et rappelez-vous que ce matériel, la plupart de ce matériel entre en exonération des droits douaniers. Et lorsqu'on applique l'amortissement accéléré, cela signifie qu'on donne la possibilité à l'investisseur de renouveler ces immobilisations très facilement. Parce que le système fiscal n'est pas, le système fiscal permet de garder une part des bénéfices pour le rachat de ce matériel. Donc, on a aussi l'impôt minimum forfaitaire qui est exonéré dans certains États. On donne la possibilité à ces exploitants d'aller jusqu'en fin d'exploitation, jusqu'en fin d'année, autant pour moi, avant d'être soumis au paiement de l'impôt, ce qui est un peu désavantageux pour l'État, pour la trésorerie de l'État, parce que les acomptes d'impôts permettent de régler certains problèmes en cours d'année et non pas d'attendre jusqu'à la fin d'année. Donc, les impôts sur les intérêts produits, c'est-à-dire lorsque des sociétés, des holdings, des particuliers ont mis des sommes dans la société, les intérêts ne donnent pas lieu au paiement de l'impôt. Donc, ces avantages-là sont surtout accordés par le Code minier nigérian, mais les amortissements sont un peu accordés dans presque toutes les législations. Je ne pense pas avoir vu une législation où il n'y a pas d'amortissement accéléré. Donc, à côté, on a aussi des avantages douaniers permanents. On peut citer ici les droits et taxes de sortie pour les biens entrés sous le régime d'admission temporaire. Donc, lorsqu'on est entré en phase d'exploitation et qu'on veut réexporter les biens qui ont servi peut-être à la phase de recherche ou bien qui ne servent plus à la phase d'exploitation, c'est exonéré des droits douaniers à la sortie. On a aussi l'importation des intrants chimiques, les lubrifiants, l'essence, les huiles qui servent à l'exploitation sont exonérés des droits douaniers. On a également euh, euh, les- euh, tout le matériel, tous les produits qui servent à la production d'énergie, parce que très souvent, l'entreprise qui exploite se trouve dans des coins isolés, dans des villages qui ne sont pas électrifiés. C'est vrai que dans le contenu local, on demande qu'ils puissent électrifier les villages alentours. Alors, ils peuvent acheter un générateur, je ne sais pas trop quoi, mettre des installations qui vont leur permettre d'avoir de l'énergie, mais aussi de servir la population qui se trouve autour. Il en est de même lorsque l'entreprise minière ou pétrolière euh, installe un forage. euh, Cette entreprise doit prendre des dispositions pour que le forage puisse bénéficier aussi environnante. Donc, sur le plan douanier et sur le plan fiscal, il y a quand même encore des exonérations qui subsistent après la période dite de rodage, mais ces exonérations concernent beaucoup plus le matériel qui sert à l'exploitation, uniquement à l'exploitation minière ou pétrolière. Donc, voilà en réalité le contenu de ce chapitre qui met un thème à notre cours. Nous pouvons Brazilian c'est comme une Maître Gracinda, je crois que non, c'est pas elle. Il y a un micro qui est ouvert là. Donc, on peut revenir dans le débat pour se poser, en tout cas dans la classe, pour se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les États africains n'étendent pas, pourquoi est-ce que les États africains n'étendent pas ce type de législation-là à des secteurs
économique stratégique, je pense, par exemple, c'est vrai que de plus en plus, la fiscalité dans nos États accorde des exonérations en matière agricole, mais pas autant qu'en matière minière ou pétrolière. Alors, pourquoi est-ce que nos États sont souvent réticents à adopter ce type de législation en faveur des entreprises nationales qui investissent dans d'autres secteurs qui ne sont pas moins stratégiques? La question peut se poser. Je reconnais quand même qu'en matière agricole, si on prend le cas d'un pays comme le Cameroun, il y a de plus en plus dans le Code général des impôts un certain nombre d'exonérations à l'achat du matériel, des tracteurs, ainsi que des intrants qui permettent ou bien qui facilitent l'exploitation agricole. Donc, est-ce que quelqu'un veut partager son point de vue sur ces questions? Alors, non. S'il n'y a pas de réaction, nous pouvons conclure en, en retenant tout simplement que la fiscalité. J'ai une question à vous poser, prof. D'accord, d'accord, allons-y. Alors, ben, vous, en tant que spécialiste, là, alors, est-ce que au bout de cet enseignement, on recommanderait aux États miniers africains de revoir la législation fiscale minière? Est-ce qu'il faut réformer? D'accord, merci, prof, pour la question. Euh, je pense que sur certains aspects, j'ai demandé qu'il y ait des réformes et pour des pays bien précis. Maintenant, globalement, est-ce qu'il faut réformer de manière systématique au niveau africain les législations minières? Je dirais que il y a des choses qu'on peut améliorer, mais est-ce que le timing de la réforme, ce serait un bon timing? Parce qu'on est en train on est en train de sortir des dernières réformes. C'est-à-dire, c'est depuis 2016, beaucoup d'États ont modifié leur législation minière ou bien leur législation pétrolière. Maintenant, à l'échelle de 10 ans, est-ce qu'il faut réformer? Bon, on peut réformer certains aspects, surtout les aspects concernant les incitations, d'autant plus que il y a certaines incitations qui sont un peu exagérées lorsqu'on est en phase d'exploitation. Maintenant, il y a aussi la question de la multiplicité des impôts qui sont appliqués à l'activité minière ou pétrolière. Nous avons émis ici le vœu que l'on puisse consacrer beaucoup plus des impôts synthétiques. Donc, voilà les aspects sur lesquels on peut penser la réforme, diminuer les incitations parce qu'on est dans un monde compétitif et où les ressources minières et pétrolières de l'Afrique diminuer parce que les investisseurs étrangers en question disposent de moyens, de suffisamment de moyens et obtiennent suffisamment de bénéfices pour pouvoir supporter cette réduction des incitations. Plus, il faut, on dit tout à l'heure, il faut contracter un peu les différents impôts qui sont appliqués, adopter une fiscalité synthétique qui, d'un seul prélèvement, peut prendre en considération différentes catégories d'impôts
pour ne pas donner l'impression d'une pression fiscale forte, d'une pression fiscale forte, alors qu'en réalité, le taux effectif d'imposition n'est pas si élevé que ça. Donc, voilà les deux aspects sur lesquels je vois euh, des possibilités, encore des possibilités de réforme, au-delà de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors, moi j'aurais tendance à la suite de recommander une démocratisation de l'enjeu fiscal, notamment minier dans les pays africains. Et le débat fiscal devrait, à mon point de vue, de mon point de vue, inclure aussi les investisseurs étrangers. C'est-à-dire que les nationaux débattent des enjeux liés à la fiscalité minière, et on invite aussi à la table de discussion les investisseurs étrangers et on dégage des consensus. D'accord. Comme vous l'avez dit, Théoriquement, c'est une très bonne proposition. Mais en pratique, la démocratie minière et pétrolière ne peut pas faire abstraction du contexte politique général. On aurait souhaité beaucoup plus que nos sociétés se démocratisent dans l'ensemble, de telle sorte que la démocratie minière et pétrolière ne soit qu'un aspect de cette démocratie générale. Parce que vouloir isoler le minier et le pétrolier du contexte politique général, ça ne sera pas réel, ça ne serait pas réaliste et ce n'est même pas faisable tel qu'on regarde les contextes africains. Dans le contexte occidental, dans le contexte occidental, par exemple, ça peut être une réelle problématique parce que la société, dans l'ensemble, est déjà démocratique. Maintenant, dans nos contextes, la société elle-même, globalement, n'est pas démocratique. Comment peut-on espérer qu'il y ait un débat sur les ressources minières, question hautement sensible pour les gouvernants actuels de notre continent? Donc, c'est ce que je pense, hein. Dernière question. Alors, est-ce que vous êtes intéressé, par exemple, dans vos recherches personnelles, à des pays miniers autres qu'africains qui font bien en matière de fiscalité et voir comment leur modèle de fiscalité pourrait influencer le nôtre? Oui, c'est vrai que l'approche comparative sur laquelle nous sommes partis s'est limitée au continent africain. La seule expérience que nous avons consultée, c'est l'expérience de l'Australie qui a beaucoup plus recherché des modèles d'imposition synthétique, même si le système a passablement échoué. Je pense que c'est peut-être une piste de recherche qu'on va explorer pour voir comment des éléments de la fiscalité étrangère peuvent être incorporés dans des fiscalités africaines, même si ça ne peut être que des éléments bien précis, dans la mesure où à l'étranger, c'est beaucoup plus, je veux dire en Occident, ce sont beaucoup plus les entreprises nationales dans l'exploitation des richesses minières et pétrolières, un peu comme aux États-Unis. Rarement les, les exploitants d'autres pays de recherche. Ça sera un modèle qu'on va essayer d'étudier. C'est un modèle qu'on va étudier juste pour voir des éléments qui correspondent au contexte africain, dans la mesure où ce sont les multinationales étrangères qui à 80% investissent dans le secteur.
si bien que les nationaux ne se réduisent qu'à une exploitation artisanale. Donc, c'est une piste de recherche pour voir comment trouver des éléments permettant d'améliorer tout en se gardant à l'esprit que on n'a pas le même modèle économique d'exploitation des ressources minières et pétrolières. Tout à fait. Et sans doute, la vision minière africaine a quand même déjà pris en compte les évolutions sur le plan international et leur adaptation sur le continent. Donc, on partira de cette vision minière africaine avant d'aller dans les contextes étrangers pour voir s'il y a encore quelque chose qu'on peut tirer de là. C'est parfait pour moi. D'accord. La salle est tellement silencieuse. Peut-être ils sont déjà partis à la fête. Prof, moi Oh j'avais une non, question. Je voudrais revenir Ah, sur une question, si on peut me l'autoriser. d'accord. Allez, allons-y. Alors, j'ai lu le compte rendu du conseil de ministres qui s'est tenu chez nous en date du 18 avril. Et il y a eu une session entre la société Total et la société chinoise Winhua sur un permis d'exploitation. Et j'ai lu enfin de, qu'il y a eu un projet de décret qui va entériner cela en Conseil des ministres. Mais j'ai vu que cette affaire de bonus est revenue, mais le montant n'a pas été donné. C'est-à-dire, ils disent simplement que la société Winhua euh, versera à l'État congolais un bonus relatif à l'attribution de ce permis d'exploitation-là. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que le montant de bonus, le bonus en lui-même peut être révélé? Est-ce que ça fait l'objet euh, est-ce que ça peut faire l'objet d'une révélation officielle ou c'est plutôt encore une chasse gardée pour entretenir un flou? Enfin, je ne sais pas trop, mais moi j'ai une idée derrière la tête, mais je voulais avoir votre avis. Est-ce que le bonus peut être connu officiellement? On peut dire que l'État, la société Wingwa versera tel montant en dollars ou on est obligé d'agir en douce. Encore des clauses de discrétion. Oui, bon, ce que je sais, la position. oui, en réalité, en réalité, ce sont les éléments du contrat. Le code minier de la RDC1 euh, régit, régit cette affaire, l'élément bonus du contrat. Je crois que c'est l'un des codes qui insiste particulièrement là-dessus et c'est le bonus à la signature. Le bonus à la signature, je ne me souviens plus exactement de la règle de calcul de ce bonus, mais c'est un élément qui doit faire partie des clauses du contrat. Donc, si on n'a pas divulgué cette information et on a divulgué les autres clauses du contrat, ça veut dire qu'il y a un problème de transparence. C'est un problème de transparence parce que euh, en RDC, par exemple, c'est prévu dans la législation minière. J'avais un doute quand même. Hein. Je me suis dit, bon, est-ce que là, ils vont mettre en avant la clause de confidentialité ou ils vont simplement vouloir botter en touche pour ne pas révéler Oui, le montant? si mettre en avant la clause de confidentialité, ça veut dire que c'est pour détourner de l'argent. Parce que le bonus est, je veux dire, l'État reçoit le bonus tout simplement parce qu'il a accepté de signer le contrat avec un investisseur. Donc, cette question, c'est à mettre, c'est à associer au problème de transparence
la divulgation des informations relatives au contrat minier. Merci, prof. D'accord. Il y a quelqu'un qui voulait aussi intervenir. Oui, c'est bien moi. D'accord. Euh, En fait, par Allez-y. rapport à ce que vous venez de parler sur l'exonération, en matière agricole, effectivement, les tracteurs et puis les intrants sont exonérés. Mais en matière minière aussi, en RDC par exemple, celui qui a une concession minière déjà, il ne paye pas l'impôt foncier, mais il paye la taxe sur la superficie des concessions minières. C'est-à-dire, Oui. déjà du côté impôt foncier, il est exonéré, mais il paye la taxe. Et l'impôt sur le véhicule, il ne le paye pas parce que le véhicule, en fait, qu'il utilise pour l'extraction ne circule pas sur la voie publique. C'est seulement dans sa concession. Donc, il n'est pas assujetti dans ce sens-là. Donc, le législateur a prévu aussi quelques exonérations pour les exploitants miniers en termes d'impôts fonciers ou impôts sur le véhicule en RDC. C'est un peu ce que je voulais partager. D'accord, merci beaucoup. C'est presque une législation qui est commune aux États africains de l'espace francophone. J'ai l'impression qu'ils se sont appuyés sur le même modèle. Oui, apparemment, vous n'aviez pas fini. Non, non, j'ai déjà fini. Je voulais juste partager l'expérience de la RDC. D'accord, merci. Et donc, je disais que c'est un modèle qui est un peu partagé par les États de l'Afrique francophone. Euh, on a l'impression qu'ils ont eu la même source d'inspiration. OK. Alors, donc, je crois s'il n'y a plus d'autres questions, suffisamment échangées. Et il est donc question de transposer tout ce que nous avons appris ici dans l'étude des législations nationales respectives, parce que le cours avait pour but de voir les tendances générales en ressortant quelques spécificités par pays, mais c'était un cours basé sur les tendances sur l'ensemble des États de l'Afrique francophone. Et voilà ce qui ressort. Ce qu'il ressort, c'est que il y a une fiscalité spécifique dans tous ces États qui est rattachée aux quantités extraites des minéraux ou bien des hydrocarbures. Il y a une fiscalité de droit commun qui vient s'ajouter pour maximiser la rente captée par les États. Il y a des acteurs spécifiques qui interviennent dans ce cadre-là et enfin, on a de nombreuses incitations qui sont accordées tout simplement parce que l'exploitation minière, c'est une activité à risque et qui demande beaucoup d'investissements et on a donc besoin de ces investissements-là sur nos territoires. Donc, j'étais content d'échanger avec la classe. Je ne sais pas si le prof a le mot de la fin. Merci, 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 merci infiniment. D'accord. Le mot de la fin, c'est merci. Je crois que je vais prendre congé de la classe qui va poursuivre la formation. Je souhaite bonne fête à tout le monde et à très bientôt. Merci. Merci, prof. Merci, prof. Merci, prof. Merci. Merci. Merci, Merci, prof. prof. Merci, prof. Merci. Merci.
Bye bye. Merci, prof.